Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un acteur dont le mystère fait partie du rôle. Il est né dans une famille où les histoires s'écrivaient à voix haute, où les plateaux étaient presque une seconde maison. Il a grandi entre les silences de la fiction et la vérité des regards. Mais il aurait pu choisir de s'éloigner. Il a préféré trouver sa voie à l'intérieur du sillage et devenir acteur. Il a été lumière, il a connu l'exposition, les premiers rôles, les séries à succès, les tournages intenses. Et puis un jour, il a freiné. Il s'est mis à l'écart du bruit, à l'écoute de ce qui remue plus doucement, le silence. Aujourd'hui, il vit dans le Perche. Il parle de sagesse, de sobriété, de paix avec soi. Il crée autrement, il prépare un court-métrage, pense à son premier long. Sagamore Stevenin, merci d'être avec nous. Merci, bonjour. On va revenir sur ton incroyable histoire. Oui, incroyable. Prêt ? Je m'accroche la ceinture. Mais je suis la femme de l'année déjà. C'est déjà pas mal. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en 2025 ? Je me rapproche. Ce qui est assez drôle, c'est qu'il faut rêver d'être quelqu'un d'autre tous les jours. Il me semble que c'est un peu le sens de la vie. C'est-à-dire j'ai souvent imaginé la vie comme à la fin de ta vie, quand tu es vraiment à l'hôpital, pour les plus malchanceux, chez toi, dans ton grand lit, en toi, de ta famille, pour les plus chanceux. Tu peux avoir une espèce de photo du parcours de ta vie comme un espèce de grand tableau avec plein de couleurs, plein de couleurs différentes. Mon idée, c'est que tout au long du chemin de la vie, dans les gens que tu rencontres, peu importe leur culture, leurs origines, chope des bouts de couleurs. Il y a des gens, on se dit, tiens, là, il y a un petit mauve. Ça, j'aimerais bien l'avoir sur ma peinture. Un peu comme l'effet du kaléidoscope. Tu vois, tu te souviens ce truc quand on était môme où tu regardes à l'intérieur, puis tu sais, ça faisait des espèces de rosaces qui se mélangeaient. J'ai l'impression qu'à la fin de ta vie, tu as une image précise de ce kaléidoscope. Tout au long de ta vie, tu essaies de faire le point dessus. Tout ce qui me guide, que ce soit professionnellement, que ce soit humainement, que ce soit... C'est identifier ces morceaux de couleurs. Je me dis, je veux avoir ça sur ma palette, je veux avoir un bout de ça sur ma palette. Et je veux peindre avec, en gros. Sagamore Stevenin, quel genre d'enfance tu as eu ? Une enfance colorée, très solitaire et très rock'n'roll. très rock'n'roll. Que faisait maman ? Psychanalyste. Maman, la marraine, la femme de mon parrain. Je dis souvent en rigolant, moi j'ai survécu au Lacanienne. Elle était très bonne psy, donc elle n'était pas très bonne maman parce que forcément les cordonniers sont les plus mal chaussés. Donc elle était très barge. J'avais un père très barge aussi. Dans ce qu'il a pu me transmettre presque de manière involontaire, je pense. J'ai évoqué ça quand on l'a enterré au milieu des discours qu'on fait chacun, les frères et sœurs, c'est sa façon de dire au revoir. Si j'ai compris un truc avec lui très tôt, fais de ta vie un film. Tu peux faire des films dans ta vie, mais fais que ta vie soit un film. C'est-à-dire que chaque moment, chaque gens que tu croises, chaque nuit étoilée que tu partages, fais-en un moment cinématographique. Ce qui est assez fou, c'est que si tu penses comme ça, la vie se charge d'en faire un film. Est-ce que tu rêvais enfant ? Beaucoup. Tu rêvais de quoi ? Beaucoup, parce que les enfants solitaires sont très rêveurs, par besoin nécessaire, vital, j'allais dire. Je rêvais grands espaces, très Jack London, très... Et je rêvais de grandes tables familiales, de plein de gens, de plein de rires, d'enfants, de gens qui s'endorment, de gens ivres qui dansent sur les tables. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on partage, en fait. C'est pas le regard des autres sur le moi, le célèbre moi. C'est ce qui est un peu entre les lignes, c'est ce qui est un peu sur la marge. C'est le petit détail qui fait qu'à un moment, bam, les choses s'envolent. Tu rêvais pas d'être comédien alors ? Du tout.
Pourtant, on imagine avec ton père, Jean-François Stévenin, figure du cinéma, que tu as dû en croiser des célébrités, des comédiens, des tournages, partager des tournages. Ça te faisait pas rêver? Alors, je te place une petite anecdote du coup là-dessus. Un jour, il tourne avec Delon. Delon. The Star. Et il tourne une scène où il fait un petit épicier qui se prend plein de tartes dans la gueule, qui s'est fini dans les rayons pâtes, machin, tout ça. Donc on tourne en studio à Joinville. Enfin, on tourne. Moi, j'étais là parce que de facto, comme j'étais un môme solitaire, avec des parents qui n'étaient pas vraiment en rôle parent, des fois c'était plus simple d'avoir le môme qui traîne dans un coin parce qu'au moins on l'a pas loin, quoi. Et donc on est dans ce décor de fausse épicerie où mon père, hyper ému de tourner avec Delon, un peu angoissé parce qu'il tourne une scène quand même où il va prendre des claques dans la gueule, voler, de machin, nan. Et je me souviens, il y avait donc c'est là où tu as la caisse, quoi, et puis je sais pas comment on appelle ça, c'est où tu pousses tes courses. Et à l'époque, c'était en inox, ces trucs-là. Et comme moi, j'étais un môme qui me faisait chier, le tapis, voilà. Et comme j'étais un môme qui m'emmerdait un peu sur le tournage, bon, Delon, ouais, je regardais, voilà. Je jouais avec une pièce que je faisais tomber sur le truc d'inox. Tout le monde fermait sa gueule parce que c'était Alain Delon, en plus c'était le producteur du truc, donc personne n'osait dire jusqu'au moment où un moment j'ai vu mon père se retourner genre... Voilà, j'avais un peu ce rapport-là où il était quand même complètement fou, en fait. Ça me fait, par rebond, penser à sa première vraie grosse aventure américaine, ce qu'on appellerait l'aventure américaine, puisque tous les acteurs français rêvent un jour de traverser l'Atlantique pour tourner aux États-Unis. Donc lui, il est engagé sur un énorme film qui s'appelle Dogs of War, les chiens de guerre, John Irving, Christopher Walken, Tom Berenger, Et comme ma maman, qui était un peu en souffrance, qui n'était pas là, qui était dans son monde à elle, enfin ça allait pas, je vivais seul en autarcie à 4 ans et demi, mon père s'est dit, bon, bah j'ai pas le choix, il faut que j'emmène le môme avec moi. Et donc on est arrivé à Miami, et là l'équipe américaine qui vient l'accueillir à l'aéroport voit l'acteur français, il faut vraiment imaginer, il manquait plus que la baguette, le béret, le francaoui, quoi, avec un môme de 4 ans et demi. Et les mecs, le premier truc qu'ils ont dit, who's take care about the kid? Qui va s'occuper de l'enfant? Parce que d'habitude, si tu arrives avec un enfant, c'est qu'il y a 12 personnes, nanana. Et mon père a dû baragouiner dans son truc, non mais pas de problème, on se démerde. Et j'avais un code avec lui, c'est que dans les dîners, parce qu'évidemment un môme de 5 ans se fait vite chier dans un dîner d'adulte, il soulevait la nappe, et moi j'allais me coucher sous la table et je m'endormais sous la table. Et puis quand il avait fini, on avait ce que j'appelais un indicatif familial, c'est-à-dire on avait un sifflement particulier qui faisait que, comme avec le chien, quoi, et même encore tu le ferais aujourd'hui, je me retourne dans la rue direct. Et donc quand il finissait de dîner, il sifflotait un coup, tac, je me réveillais et on se barrait. Et donc on arrive sur cette énorme production, c'est le producteur, c'est le mec qui venait de produire Superman, j'ai jamais vu un film aussi énorme, c'était un film de guerre en plus américain. Et donc le producteur, pour faire que tout le monde se rencontre, machin, organise un espèce de grand dîner avec ce qu'ils appelaient les vedettes du film, donc Christopher Walken, machin, tout ça. Et donc mon père arrive avec moi au dîner. Il faut imaginer l'époque et le modèle démesuré américain, donc tout le monde arrive en limousine, à l'hôtel Sheraton, shit. Et donc on dîne et ça manque pas que, hop, il lève la nappe, tac, je vais me coucher en dessous et tout. Puis mon père, sûrement dans l'émotion, picole trop, tout le monde est là, puis fin du dîner, tout le monde se lève, ils sortent sur le perron de l'hôtel, ils attendent les limousines qui arrivent et tout. Puis on t'oublie. Il y a un serveur qui arrive en panique, il dit « There is a kid under the table ». Et là, les mecs se sont dit « Mais le mec a oublié son fils, quoi ». Ce qui est drôle, c'est que, 40 ans plus tard, presque, 35 ans plus tard, mon père recroise Christopher Walken à Rome, au festival de Rome. Ils se retrouvent dans le même hôtel, de machin, puis à un moment, ils se retrouvent dans le même ascenseur. Et donc Jean-François lui dit « Hi Chris, you remember Dogs of War, machin, nan. » Et Walken se retourne et dit « What about Sagamore ?» C'était tellement impensable pour ces gens que tu te pointes avec un môme de 5 ans
au milieu où il y a des explosions partout, de machin. J'ai retrouvé il n'y a pas longtemps des photos, des toutes petites photos de ça. Parce que forcément, comme j'étais môme et que j'étais tout seul, je trouvais des gens sur le tournage pour discuter. Et j'étais devenu pote avec les mecs qui s'occupaient des bagnoles. En gros, c'était la mafia. Et qui s'occupaient des caisses. Et les mecs, j'ai eu 5 ans là-bas, et leur cadeau, ils m'avaient offert une balle de 357 avec mon nom gravé sur la balle, avec une chaîne. Donc là, tu te dis que faire de ta vie un film, c'est pas mal. Est-ce que c'est des bons souvenirs pour toi, la relation avec ton papa, Il ces y en voyages? a des très bons, d'autres moins bons, comme tout un chacun, j'imagine. Qu'est-ce que ça a fait de toi, justement, cette enfance? Est-ce que... J'ai eu la chance d'avoir des parents qui, en tant que parents, ont vraiment merdé. Donc, de toute façon, là, c'est la sélection naturelle, on va dire. C'est que soit tu te démerdes très vite, soit tu comprends que si pour faire simple, tu n'achètes pas de PQ, il n'y a pas de PQ. Voilà, tu t'auto-gères. Il y a un film qui m'a toujours beaucoup touché par rapport à ça, que j'adore, parce que sûrement ça doit faire une vibration très particulière à mon parcours d'enfant. C'est Love Streams de Cassavetes, parce qu'il y a ça dans le film. Je ne sais pas si tu as vu le film, et donc il se retrouve, il y a une femme qui sonne à sa porte et dit voilà, c'est ton môme, je ne l'ai jamais présenté, c'est ton père, je dois me casser, tu t'en occupes. Et il y a un mec, Cassavetes, comme on connaît, le John, avec toujours ses smokings, son verre à la main, ses clopes, qui se retrouve avec un môme de 5 piges et qui ne sait pas quoi en foutre. Et il y a un moment, il dit bon, on est à l'hôtel, tu te démerdes, tu as besoin de quelque chose, tu commandes au téléphone dans la chambre. Et il y a une scène où à un moment, il y a une grande nounou blague qui fait le ménage, qui rentre dans une chambre pensant qu'elle est vide, elle tombe sur ce môme de 5 ans tout seul qui est là, qui est assis sur un lit, qui regarde, qui ne sait pas. Et c'est un peu ce que j'ai vécu. J'ai eu la chance de ça. Je ne considère pas ça du tout à une époque où tout le monde souvent dit oui, mais moi j'ai eu un truc difficile. Il faut que la vie soit difficile, au départ. Est-ce que lorsque tu étais jeune, enfant, tu t'envisageais comédien ou pas du tout? Pas du tout. Tu l'avais pas envisagé? Ce que j'envisageais, parce que de facto, de ce que je te raconte, l'équipe de cinéma était ma famille. Je savais ce que faisait un machinot, je savais ce que faisait un électro, je savais ce que faisait un assistant caméra, parce que c'était mes codes. Quand je suis rentré des États-Unis avec mon père, je parlais plus anglais que français. Pour moi, la vie, c'était un film de guerre à l'américaine avec Christopher Walken. Et puis je me suis retrouvé rue Servant, école primaire, non, sans rien comprendre à ce qui se passe. Les équipes de tournage étaient ma famille, sont ma famille. Je connais les contraintes de chaque poste. Et ça, je sentais enfant que j'avais besoin de rester dans ce monde-là. Parce qu'il y a un côté un peu même presque circassien là-dedans, quand les équipes se déplacent, tous ces camions, toute cette organisation, il y a un côté un peu comme un cirque sur les routes. La première fois, j'avais tourné un peu môme dans une grosse connerie avec mon père qui s'appelait La couleur de l'abîme, qui était nul à chier. Mais bon, bref. Mais quoi, un hasard, on a pris le petit garçon stéphien. Ouais, il y avait le père, donc on s'est dit, tiens, il a une bonne gueule, il va faire le môme. C'était vraiment naze. Donc voilà, et puis ça n'avait rien à voir avec la grosse production américaine. Mais beaucoup plus tard, enfin, je devais avoir 13. J'ai une notion du temps un peu élastique, mais ouais, je devais avoir 13 ou 14 ans, je vivais déjà seul. Et un jour, mon père me dit, tiens, en gros, je pars à Bordeaux parce qu'il tournait La Révolution française, Robert Enrico. Énorme production française, casting international pour le bicentenaire de la Révolution française. Et il me dit, viens avec moi, machin, on descend en moto. Et là, je retrouve des machinaux de tout que je connaissais depuis que j'étais môme. Dont un qui était quelqu'un que j'ai adoré profondément, vraiment, d'amour, qui s'appelle Bernard Brégier, qui était un des grands chefs machinaux. Pour les gens qui ne savent pas, les machinaux sont ceux qui s'occupent de tout ce qui est les mouvements de la caméra. Le travelling. Le travelling, les grues, tout ce qui touche à la caméra, le déplacement de la caméra, c'est les machinaux. Tout ce qui touche à la lumière, le déplacement de la lumière, c'est les électros, whatever.
Et en retrouvant Bernard, d'un seul coup, j'avais besoin de faire partie de l'équipe, donc je deviens machinot avec eux sur le tournage. Et je suis là et je regarde tous ces acteurs, Marisa Berenson, Klaus Maria Brandauer. Il y avait casting international de tout le monde. Et un jour, on tourne un plan techniquement très très compliqué. C'est-à-dire donc on pose un travelling, c'est des rails qu'on assemble pour donner cette stabilité à la caméra en mouvement, pour faire qu'on a l'impression. Maintenant, on a le steadicam, tout ça, c'est un peu plus simple, mais on a toujours des travellings. Et là, bon, j'étais jeune, donc forcément, peut-être que c'était plus grand qu'en vrai dans ma tête. Mais il devait bien y avoir quand même 100 mètres de travelling, ce qui est énorme. En gros, c'est 2 camions de travelling qu'on aligne, qu'on cale, parce qu'il faut. C'est un art. Poser un rail de travelling, c'est un art. Et cette scène, c'était un monologue de Klaus Maria Brandauer, qui est donc The Actor, pour ceux qui ne connaissent pas, Out of Africa, James Bond, enfin bon, tout ça. Et je me souviens, le mec, il allait dans sa loge, il avait un peignoir. Ça racontait tout du métier d'acteur. C'est-à-dire, il y a un côté boxeur. Il avait un coach, personne ne lui parlait, le peignoir, le coach. Il sortait de sa caravane, bim. Et donc là, on doit tourner une scène où il arrive à cheval, genre un grand cheval blanc. Je ne sais plus qui il faisait dans la Révolution française, mais je pense que c'est ou Robespierre ou Danton. Bref, il a 2 pages de monologue où il doit haranguer la foule. Il y a 400 figurants. On parlait aux figurants. Robert Enrico, qui était le réalisateur, parlait aux figurants avec un micro et des murs d'enceinte. Donc c'est-à-dire, on disait, bon, les 100 à gauche, vous vous déplacez de 2 mètres. C'était vraiment un truc énorme. Et donc on répète pendant toute la matinée cette arrivée de Klaus Maria Brandauer à cheval, son discours, son truc, les mouvements de caméra, tout est répété, jusqu'au moment où on dit, bah, super, on va la tourner. Moi, j'étais le petit loufia machinot, je mettais du talc sur les travellings, je faisais les claps, j'étais vraiment aux aguets de tout enregistrer. Et la première prise, donc j'entends un moteur, l'ingénieur du son dit ça tourne, ok, on va tourner. Et là, Bernard Brégier fait un truc, donc le chef machinot, incroyable, même pour l'époque et même aujourd'hui. Il prend ma main et il la met sur la dolly. La dolly, c'est la machine à roues sur laquelle on pose la caméra et qui gère tout le mouvement. En gros, il me donne la responsabilité du travelling. Et là, pendant toute la prise, je suis là, je suis tremblant, je pousse le travelling, je suis les indications de lever, de tout, en me disant, si je merde, à un moment, je vais sentir le cadreur, tac, il va se retourner pour... Et quand il va tomber sur moi, ça va être un peu le célèbre bip bip le coyote, tu vois, avant qu'il tombe sur de la falaise, tu vois. Et ça a dû, en tout cas, bien marcher, parce que personne ne s'est rendu compte de rien jusqu'à la fin du plan. Et là, j'ai entendu couper. Je savais tellement pas quoi faire que je suis parti en courant, je me suis caché dans un coin et j'ai fondu en larmes. Trop Je crois que d'émotions. c'est ma plus grande émotion, je crois, sur un plateau de cinéma. Comment tu l'interprètes, ce geste, quand il prend ta main et il t'emmène, il te dirige? Une confiance, une confiance, une transmission absolue. Je crois que depuis d'ailleurs ce jour, c'est une des choses qui m'obsède dans la vie, la transmission. Qu'est-ce qu'on transmet? J'ai besoin de bâtir parce que c'est la transmission du geste, c'est-à-dire la mémoire de la main. Il y a quelque chose que fait ta main, que quelqu'un va te montrer, qui remonte à 20 siècles. C'est comme à un moment lever une brouette ou un truc. Il y a un détail technique qui fait que soit ça marche pas. Depuis ce jour, je suis obsédé par la mémoire physique du geste. Et à la fois, il avait dû être sûrement touché par mon intégrité d'homme et mon désir par rapport à ce métier. Et c'est drôle parce que c'est sur ce tournage qu'est Robert Enrico, qui était quand même un personnage qui avait une grosse voix, Robert Enrico, le vieux fusil, tout ça, enfin, un grand réalisateur français, qui était un homme assez impressionnant quand même, assez autoritaire, assez impressionnant. Et puis moi, je le voyais à chaque fois parler avec des murs d'enceinte, donc c'était... C'est la première fois qu'il y en a un qui m'a regardé, qui m'a dit « Putain, le machinot, il a une bonne gueule. On devrait le mettre de l'autre côté du travelling. » C'est-à-dire que le travelling délimite de facto le côté équipe, technique, et le côté artistique, acteur.
Et c'est la première fois où je me suis dit d'un seul coup, tiens, je pourrais être de l'autre côté du travelling, c'est-à-dire que je pourrais être la chose filmée. Je dis la chose filmée parce que j'aime pas trop le côté de l'attention, tout ça. Je suis agoraphobe, je supporte pas qu'on me touche, donc je fais le métier le plus con possible pour quelqu'un comme moi. C'est là où tu entends pour la première fois quelqu'un envisage pour toi que tu pourrais devenir comédien. Qu'il y a quelque chose qui m'échappe, c'est-à-dire ce qu'on dégage ou Le pas. charisme. Certains appellent ça le Cette gueule charisme. que tu as aussi, Quelque chose qui m'échappe, c'est un métier profondément injuste dans le sens où la caméra, qui est l'objet même de notre travail, qui est le personnage principal. Dans tous les films, le personnage principal, c'est l'œil de la caméra. C'est ce qui fait les grands réalisateurs, de mon point de vue, ou les réalisateurs moyens. C'est-à-dire qu'un grand réalisateur, il prend des risques, il décide de prendre des valeurs de plan, il décide de montrer une chose, là, que la moitié de ton visage au moment où tu me parles, sans expliquer qu'on est dans un bureau, sans le plan large. Voilà. La caméra, il y a des gens qu'elle aime, d'autres qu'elle n'aime pas. Être ou ne pas être filmogénique, c'est ça? J'ai vu des immenses acteurs, vraiment. En plus, là, on voit sur le plateau, quand on joue avec quelqu'un, des acteurs de théâtre sublimes. On ne sait pas pourquoi la caméra, ça n'imprime pas. Il y a un truc où c'est injuste, c'est totalement injuste parce que la personne est d'un talent incroyable, d'un travail incroyable, ça imprime pas sur la caméra. Il y en a d'autres qui sont beaucoup moins bons, beaucoup moins, ouais, mais la caméra les aime. Ils rentrent dans le cadre, on ne sait pas pourquoi. D'un seul coup, il se passe quelque chose. Alors si en plus on arrive à associer le talent et la caméra qui vous aime, là ça donne des Marlon Brando. Shit. Des carrières. Chez les Stévenins, on joue, on réalise, on vit cinéma. Est-ce que c'est doux ou étouffant d'être né dans une telle lignée? Je vais dire que j'ai eu la chance d'être à la fois né dedans et de ne pas être le fils de Long, de ne pas être le fils de Pardieu, de ne pas être le fils d'un monstre sacré, en gros. Je les ai connus beaucoup, j'étais assez proche avec Guillaume de Pardieu, j'ai connu un peu Anthony, Christian, Vadim. Et je pense qu'il est de toute façon beaucoup plus difficile de se faire un prénom qu'un nom. Ça, je peux en parler parce que je suis, de par mon histoire, même si on se dit oui, mais en même temps, fils de, c'est quand même plus fastoche. Non, en vrai, non. En vrai, non, parce qu'on est fils de, donc on se dit, bon, bah forcément, c'est encore un fils de qui veut faire du cinoche, de machin. Donc ça m'a toujours obligé, dans mon parcours, en tout cas dans mon expérience à moi personnelle, de, pour le même poste, pour le même rôle, travailler 10 fois plus que les autres. Donc du coup, je suis devenu un acteur difficile. Il a fallu s'en détacher pour créer à ta manière. On va parler formation. À partir du moment où tu décides de devenir comédien, justement, ton ADN, c'est cette intégrité, tu décides de te former. Qu'est-ce que tu fais pour devenir comédien, pour apprendre la diction, la virgule, les temps? Alors, j'ai eu 2 formations différentes. Je pense que la première formation pour quelqu'un qui veut devenir acteur, c'est d'avoir une curiosité de la vie phénoménale, de chaque instant, d'être à l'écoute, choper les détails, c'est quoi autour de nous, qu'est-ce qui... Ça, c'est parce qu'il faut vivre, j'allais dire, le temps qu'on passe à courir les cocktails, les castings... Non, va-vie et deviens. Si t'as rien vécu, t'as rien à raconter. C'est la même chose pour un scénariste, c'est la même chose pour un réalisateur. C'est la même chose. Voilà, il faut avoir vécu des choses. Ce qui a fait aussi que des grands réalisateurs qu'on a eus en France, comme Jean-Pierre Melville, comme Henri Verneuil, comme Clouzot, étaient des êtres humains qui avaient vécu des moments tragiques de l'histoire, de la Deuxième Guerre, où vraiment ta vie est en jeu et tu dois décider si tu prends à gauche ou à droite. La deuxième, évidemment, c'est le travail de l'acting. Là, j'ai 2 personnes, si je réfléchis comme ça, avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui m'ont beaucoup marqué. La première, c'est Jack Waltzer, qui est vraiment l'héritier de la méthode, qui a travaillé avec Lee Strasberg, de tout ça, et qui était coach. Alors ça, c'est un mot qu'on n'a pas trop le droit d'utiliser dans ce pays, parce qu'en France,
On a encore le côté cinéma d'auteur, donc coach, c'est quelqu'un qui va me voler mon film, parce qu'en fait, pas du tout. Le coach, c'est la sage-femme qui aide l'acteur à accoucher du rôle. Donc il se met d'accord avec le réalisateur, c'est quoi que vous avez besoin, à quel moment, quand. Et là, le travail se met en place. Jack Walser, et la deuxième personne, c'est Pascal Luneau, qui avait créé le studio Pygmalion, et avec qui j'ai toujours un rapport même presque sorcier. Il a été connu parce que il a coaché Anne Parillo pour Nikita, il a coaché Marion pour La Môme, il a coaché Marion Cotillard, pardon. Et moi, je l'avais connu justement avec Pierre Grimblin pour le dernier long métrage de Pierre Grimblin, où il y avait donc Marion Cotillard, mon copain Magimel et Jeanne Moreau. Et c'est lui qui m'a vraiment fait découvrir la puissance du travail, la concrétisation du travail. Pas le fait, parce que des fois on peut avoir envie, on est dans le désir, donc on bosse. Alors on se dit, comment on fait une fois qu'on décide de bosser? On lit, on lit des choses. Lui m'a amené à comprendre comment, dans le travail sur la mémoire, dans le travail sur la répétition, dans le travail sur le déplacement, j'arrivais à une concrétisation sur le plateau. J'ai jamais été aussi près avec Marion que pour le film de Grimblin avec Pascal. Après, souvent, je l'ai appelé à des moments sur des sujets, sur des trucs. En fait, il m'aidait à élaguer les fausses pistes. À me dire, ça c'est bien, c'est intéressant, mais ça va pas dans notre... Voilà, d'un seul coup, tu as besoin de procéder un peu par élimination. Je me souviens, c'est des moments un peu étranges et intéressants de vie. La seule fois où j'ai joué au théâtre, on me propose Orange Mécanique. Il faut évidemment que ça tombe sur ma gueule. Et j'ai mon pote Nasseri qui doit faire le rôle. Il se trouve qu'à ce moment-là, il retourne au placard. Donc Sami Nasseri. Sami Nasseri. Les producteurs m'appellent en me disant, Sagamore, est-ce que tu accepterais de reprendre le rôle? Moi, j'avais jamais joué au théâtre. Ça m'avait toujours fasciné parce que pour moi, c'est la vraie école. C'est l'école du théâtre. C'est celle où on est en rapport direct avec le public et il n'y a pas de filet de sécurité, quoi. Et à l'époque, je leur dis, bon, à deux conditions. Un, je vais faire passer le message à Sami en tôle. Est-ce qu'il est d'accord? Parce que je ne suis pas là pour reprendre son rôle parce qu'il est dans un mauvais moment de vie. Et la deuxième, c'est que je ne fais pas l'adaptation du film, qui lui-même est adapté d'un roman de Burgess. Je ne me déguise pas dans un film de Kubrick pour aller faire ça au théâtre, parce que je suis con, mais pas complètement non plus. Donc j'ai l'accord et du producteur par rapport au film et de Sami par rapport au rôle. Et donc là, je me mets au boulot. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai deux images qui se percutent pendant cette préparation en tête, tout le temps. C'est peut-être le fils de Psy qui parle là, mais j'ai l'image de Pacino dans Looking for Richard III, qui est un film pour moi magnifique sur ce qu'est être acteur. C'est quoi le métier d'acteur? Je conseille à tous les jeunes qui voudraient faire ce métier de voir ce film comme un film de chevet, celui que tu regardes chaque semaine pour te remettre dans l'axe. Et j'ai l'image de Klaus Kinski dans Aguirre ou la colère de Dieu, où il joue toujours un peu comme ça. Je ne sais pas pourquoi, ça n'a rien à voir avec Orange Mécanique quand tu lis le texte. Et à un moment, quand même, je suis quand même assez flippé. L'angoisse qui monte, le trac. Pascal Luneau avait écrit un très beau livre d'ailleurs qui s'appelle L'amour du trac. Comment un acteur a besoin d'aimer cette sensation quand même particulièrement désagréable qu'est le trac. Et à un moment, j'appelle Pascal, je lui dis, écoute Pascal, viens, on se prend un café, je passe chez toi. Le matin, on aimait bien les rendez-vous à 8h du mat quand le jour se lève. Et je lui raconte ça. Je lui dis, écoute, je ne sais pas par où prendre le personnage, je ne sais pas par où... Mais explique-moi, j'ai ces deux images qui se percutent. Et il me dit, mais t'es complètement con, quoi. Je comprends pas pourquoi tu me dis. Il me dit, Kinski, dans Aguirre, joue Richard III. C'est ça qu'il fait avec la bosse. Évidemment, Pacino joue Richard III, puis ça s'appelle Looking for Richard. Maintenant, je vais te passer un bouquin, mais comme il n'est plus édité, tu vas me le rendre. Alors je dis ok. Et là, je le vois, il va farfouiller dans son énorme bibliothèque.
médiathèque, des machins, et il revient avec un bouquin, c'est Les Entretiens de Stanley Kubrick avec Michel Simon, très grand critique cinéma français. Je repars avec ça. Je rentre sur ma péniche, de machin, et je me dis, je vais lire. Je suis quand même complètement con. Les interviews sont découpées en fonction des films. Je vais lire tous les interviews, sauf celui de Orange Mécanique, parce que je veux pas être influencé, ou je fais pas Orange Mécanique de Stanley Kubrick, j'essaie de trouver un chemin, voilà, créatif. Et 2 semaines avant la première, à un moment je me dis, mais t'es quand même complètement con, t'as peur. En vrai, t'as peur de quoi? De lire quelque chose qui te... Je prends le bouquin le matin, je me mets, ok, Orange Mécanique. Donc là, je lis l'entretien de Michel Simon avec Stanley Kubrick sur Orange Mécanique. Et la dernière question de Michel Simon, il dit à Stanley Kubrick, si vous deviez comparer le personnage d'Alex, qui est donc le rôle principal d'Orange Mécanique, à un personnage dans la littérature, quel serait-il pour vous? La réponse de Kubrick, Richard III. Et là, je me suis dit, alors attends, comment mon cerveau a fait un travail dans un coin de manière totalement inconsciente pour me mettre sous le nez, sous les yeux, avec 40 ans d'espace-temps, de différence, entre l'interview de Kubrick et le moment où moi je suis confronté à ça, ce personnage. Est-ce que tu as la réponse? Le mal. Je pense qu'il y a le personnage d'Alex dans Orange Mécanique, c'est en ce sens où le livre est beaucoup plus dérangeant que le film, qui est déjà pas mal dérangeant. C'est qu'en fait, c'est un espèce de miroir du mal qui est en nous, le personnage d'Alex. Il n'est pas réel. Burgess, qui a une vie incroyable, parce que c'est quand même un mec qui à 50 ans, on lui a détecté un cancer du cerveau, on lui a dit, il vous reste 6 mois à vivre. Il a vécu 20 ans de plus et il a écrit 6 romans. C'est son histoire à Burgess. C'est-à-dire que c'est sa femme qui a ouvert la porte à des mômes qui frappaient pour Trick or Track et qui s'est fait violer, de machin. C'est comme ça qu'il a écrit Orange Mécanique. Et d'ailleurs, Kubrick raconte qu'il a choisi Malcolm McDowell, pas parce qu'il trouvait que l'acteur était très intéressant, mais il n'avait pas trouvé de môme de 13 ans, qui était ce môme qu'il cherchait, avec la capacité d'acteur pour interpréter toutes ces variations. Et j'en reviens parce que je te donne des trucs de mon parcours pour peut-être dans ceux qui regardent que ça leur tilte de choses. C'est qu'une fois que je comprends Richard III et que le lien du mal, la production qui voulait faire un peu un coup médiatique au théâtre avait dit déjà interdit aux moins de 16 ans. Donc on était une pièce de théâtre, c'était un peu artificiel parce qu'en vrai dans la loi tu peux pas interdire à un môme de 16 ans de rentrer dans une pièce de théâtre, dans une salle de théâtre. C'était un peu leur truc. Et ils voulaient évidemment, il y a dans Orange Mécanique la célèbre scène du personnage d'Alex qui rentre en prison et donc qui se dénude parce que c'est la fouille avant de rentrer en prison. Et j'avais accepté donc de jouer la scène, c'est-à-dire de me mettre totalement à poil sur scène. C'était Philippe Corti qui jouait le personnage en face, pour l'histoire. Et comme je m'étais dit, mais donc, alors en fait, c'est la représentation du mal de ce que ça raconte. Qu'est-ce qui peut être plus dérangeant pour le public que quelqu'un qui se met nu? Je me suis dit, en fait, c'est quelqu'un qui a un berbe, c'est-à-dire un ange. Et donc, j'ai dit à la prod, je me mets à poil, d'accord, à une condition, c'est que je suis sans aucun poil. Je me tire des balles dans le pied tout seul, c'est ma spécialité. Donc là, je me suis retrouvé avec des crèmes. T'as déjà essayé les crèmes épilatoires, les trucs comme ça? Tu sais, les trucs que se mettent les femmes là sur les bugs. Ça partout. Donc tous les matins, crème épilatoire. Et finalement, quand des fois, c'est-à-dire tous les soirs, quand tu sors de scène et qu'il y a des gens qui t'attendent dehors, qui veulent partager, échanger, te remercier ou te jeter des tomates sur la gueule, un des trucs qui revenait, c'est que les gens me disaient, mais vous n'avez pas de poils. Je me dis, ok, donc c'est bon. Est-ce que je peux te donner ma lecture? Ma lecture, c'est la quintessence du comédien qui est intuitif et qui travaille et qui se met au service d'une histoire et qui va chercher plus profondément, bien au-delà d'une histoire,
comment interpréter un rôle. Quelle est ta définition du comédien pour tous les auditeurs qui nous écoutent et qui veulent faire carrière et qui veulent se lancer dans une carrière artistique, quels conseils tu leur donnerais? C'est quoi être un comédien? Ça va peut-être sembler assez paradoxal. Pour moi, le comédien, c'est la personne pour qui le jeu n'existe pas. Au service d'une histoire et d'émotions. Aujourd'hui, je suis ça. Demain, je suis quelqu'un d'autre. Après-demain, je serai encore quelqu'un d'autre. Après, j'ai toujours identifié, de mon point de vue, deux types de comédiens. Et c'est pas l'un qui est mieux que l'autre. C'est vraiment deux parcours, deux façons d'aborder le travail de manière totalement différente. Il y a ce que j'appellerais le comédien, c'est-à-dire j'ai un profond respect, j'ai même un immense respect, qui est plus de l'école du théâtre, c'est-à-dire que d'un seul coup, j'apprends à créer un personnage. Si je crée un personnage, à la fin de la journée ou à la fin de la représentation, je mets le costume du personnage sur le portant, je rentre chez moi et j'ai retrouvé ce que je suis. Il y a un autre chemin qui est un chemin beaucoup plus anglo-saxon, on va dire, beaucoup plus même américain, qui est plus proche de la méthode. Le travail consiste à devenir le personnage. Se transformer, donc la transformation. Là, ça veut dire qu'à un moment, déjà, c'est beaucoup plus dangereux, personnellement, et même physiquement et psychologiquement. Ça peut être assez complexe pour les gens qui partagent ta vie, parce que transformation coup, physique. tu fais ce parcours-là. Et donc, c'est dire que le je, le moi, doit disparaître. Mon moi à moi, Sagamore Stedin, m'intéresse pas. Je me fous de qui est Sagamore Stedin. Ce que je peux en faire à travers mes rencontres nocturnes, mes rencontres à l'autre bout du monde, nourrir. Quand je reçois un scénario, ce qui m'intéresse, c'est ce qui n'est pas écrit dedans, en fait. C'est-à-dire, c'est ce qui est entre les lignes. Il y a des acteurs dont c'était un peu la technique, dont un très célèbre, donc je ne vais pas dire le nom parce qu'on va croire que je me la raconte à l'américaine. Il arrachait les pages, il disait ça, je le joue. Ça, je le dis. Ok. Ça, je le joue. La différence entre quand on dit jouer, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut être jouer ce que tu fais avec le corps. On a tous un body acting. Toi, tu as un body acting. Toi, tu as un body acting. Tu exprimes des choses à travers ton corps, la façon dont tu te tiens. Et il y a ce qui, à un moment, est nécessaire de dire par le verbe. Le but étant pour moi d'avoir le moins de verbes possible et le plus de body acting possible. En gros, la quintessence de ça est amenée par des Sergio Leone, par exemple, c'est-à-dire des actions longues avec des dialogues très courts. J'ai toujours préféré ça comme spectateur aux dialogues très longs et aux actions très courtes. En règle générale, je trouve qu'on parle trop. On est sur Casting Call, alors on va parler casting. Ouais. Tes premiers castings, c'est quoi, 14, 15 ans? Ouais, je pense. Attends, est-ce que tu aimes passer des castings? Personne n'aime ça. Non? Personne n'aime ça. Déjà, c'est un métier, j'allais dire un peu, c'est un métier un peu à la con, parce que tu passes ton temps. Pour moi, acteur, tu as un tableau accroché au mur. Il y a des gens qui passent, c'est quoi cette merde? D'autres qui passent, qui font waouh! Tant que toi tu passes, tu commentes le tableau, ça va, t'es celui qui passe. Quand t'es le tableau, des fois ça peut être donc déjà l'ego oublié, en gros. Le casting, ce qui est d'ailleurs très étonnant dans ce métier, la meilleure façon de réussir un casting, c'est d'en avoir rien à foutre. En même temps, personne n'en a jamais rien à foutre, parce que sinon tu vas pas au casting. Et alors je place, parce qu'en même temps j'ai l'impression que souvent c'est dans les exemples qu'on comprend les choses les plus... Je suis en train de terminer Comme une bête de Patrick Schulman. Il y a Catherine Breillat qui m'appelle, qui me dit Sagamore, j'aimerais de vous voir en casting pour mon prochain film. Je ne savais pas vraiment qui était Catherine Breillat. Mon père avait tourné avec elle, je savais que c'était une réalisatrice assez engagée, assez intellectuelle, assez trash, on va dire. Elle m'envoie le scénario avant. Le scénario c'était Romance X. Et à côté du scénario, il y avait un petit fascicule rouge. Je me souviens. Il est marqué Pourquoi l'Empire des Sens est mon film préféré.
Et là, j'arrive au casting. Il se trouve qu'à l'époque, le rôle principal masculin, elle avait demandé à un mannequin très célèbre de l'époque, parce que dans le film, le personnage était un mannequin connu, international, de faire le film. Il y avait Rocco Siffredi déjà, François Berléand, et moi j'arrive au casting, je tombe sur Caroline Dusset, je vois Breillat, et je me dis, je viens par curiosité, parce que je suis curieux des gens. Ça, c'est la base de notre métier, la curiosité des autres. Mais je comprends assez rapidement, je me dis, qu'est-ce que je fous là? C'est pas mon monde, c'est pas mon truc. Bon, je vais rester poli, je vais faire les essais. Elle me demandait de passer des essais pour un plus petit rôle dans le film et tout ça. Je me suis dit, de manière un peu déontologique, je peux pas lui dire, écoute, j'ai compris que c'est pas du tout ma cam, je me casse et c'est super, mais merci. Je me dis, non, tu restes poli, tu fais, mais du coup, je comptais le temps dans ma tête en me disant, qu'est-ce que je peux faire pour me barrer le plus vite possible? Et ben, résultat des courses, elle m'appelle le soir même en me disant, j'ai viré le mannequin de machin, je veux que tu fasses mon film de machin. Et là, je me suis dit, putain, finalement, pour les comédiens, l'enfer, c'est ça. C'est que plus tu désires quelque chose, moins t'es attractif. Plus tu donnes l'impression que t'es détaché, plus les gens te regardent comme ça. C'est terrible. Il semblerait que ça soit une règle de vie. J'ai pas trouvé la solution. J'aurais adoré. Si je pouvais vous la donner comme ça, je la donnerais. J'ai pas trouvé la solution. Est-ce qu'il t'est arrivé de dire oui à un projet que tu as ensuite regretté, ou au contraire de refuser un rôle et de te dire plus tard que c'était peut-être un rendez-vous manqué? Ouais, dans les deux cas. C'est la particularité du métier de comédien-comédienne, c'est que les gens retiennent votre visage en vrai, à moins d'être devenu une star. On est un peu souvent la cinquième roue du carrosse, c'est-à-dire qu'entre ce qu'on vous propose, c'est-à-dire c'est un scénario, entre le moment où on rentre en préparation, c'est-à-dire le moment où d'un seul coup on comprend ce que ça coûte, le nombre de jours de tournage, déjà le scénario il change un peu, parce qu'on dit ouais non c'était super mais là on n'a pas les moyens. Donc, mais toi t'as dit oui. Entre le moment du tournage, le même scénario peut devenir un film magnifique ou un film complètement con. C'est ce qui est magique, c'est une espèce d'alchimie entre le réalisateur-réalisatrice, la sensibilité qu'il a, la façon qu'il a de filmer. C'est un métier de voleur au sens noble du terme, c'est-à-dire que un réalisateur ou une réalisatrice doit pouvoir vous appeler à 5h du matin pour vous mettre dans un état psychologique parce qu'on a besoin que le lendemain matin, dans la scène, tu sois épuisé. Ça, je trouve ça magique. Pour ça, il faut ne pas avoir peur des acteurs ni des actrices, ne pas être un acteur refoulé qui du coup est devenu réel, parce qu'il faut aimer profondément ça et se dire, je fais un tour de magie. Souvent, je dis à des amis, quand on est sur les plateaux, on fait un métier qui n'est pas sous-titré, paradoxalement. Donc, que ça soit le réalisateur qui vous a rendu, ou la réalisatrice qui vous a rendu extraordinaire, parce qu'il ne vous a pas lâché, parce qu'il vous parle pendant la prise, parce qu'il vole. Puis nous, le tournage, c'est quasiment que 50-40% du film. Après, avec les mêmes images, au montage, je peux raconter 40 histoires différentes. Donc, il y a un espèce de pacte un peu faustien dans le rapport de l'acteur et du réalisateur. C'est un rapport de confiance absolue. C'est-à-dire qu'on doit être capable, parce qu'on fait un métier, c'est pas normal d'arriver à 8h du matin et on dit bon, c'est la scène où tu viens reconnaître le corps de ton fils à l'institut médico-légal, puis il est 9h du mat, et puis t'es en larmes. Puis après, on va passer à la scène où c'est le mariage, et là, t'es... Il y a un espèce de truc zarbi qui doit se passer dans la tronche quand même pour danser de l'un à l'autre. Mais donc, ça nécessite une confiance absolue dans la personne qui te filme. Il y a des rencontres qui déplacent quelque chose en nous. Est-ce que tu peux nous parler d'une rencontre qui t'a marqué, qui a compté dans ta carrière ou dans ta vie? J'en ai plein. J'ai l'impression que j'ai la chance de vouloir faire de cette vie un film et donc de paver mon parcours de rencontres cinématographiques. Mais il y a... C'est ni des grands producteurs, j'en ai croisé. Par exemple, à un moment, on tournait à Marseille un 6x52 minutes, donc c'est une longue aventure, ça prend 5 mois, tout.
Puis je me souviens, j'étais avec ma copine Olivia Bonamy, on tournait ensemble, et puis à un moment, c'est le jour de mon anniversaire. On tourne, il se trouve que c'est mon anniversaire ce jour-là. Et on finit la journée de tournage, je suis en bagnole, parce que je suis toujours très indépendant, et je dis, bah Olivia, si tu veux, je te ramène à Marseille, on rentre à Marseille, puis je lui dis dans la bagnole en rentrant, je dis, tu vois, c'est marrant, en même temps, aujourd'hui, je sais plus quel âge, je devais avoir 45 berges, un truc comme ça. Je dis, aujourd'hui, j'ai 45 ans, et je suis là, toi, t'en es où, t'es 45 Et on arrive dans Marseille, et je lui dis, je garde la voiture, je dis, bah viens, attends, on va se prendre un verre, je dois acheter des cigarettes. Et là, il y a un homeless, un SDF, rebeu, très belle gueule, qui d'un seul coup vient pour demander une cigarette, puis d'un seul coup, je sais pas, il capte un truc, il regarde, et là il me fait, on part dans un discours philosophique sur la vie. Et je lui dis, mec, t'es mon plus beau cadeau d'anniversaire. Et j'ai passé, Olivia me regarde, ahuri, je passais la nuit à discuter avec lui en buvant dans sa bouteille de villageoise, tu vois, tout en bas, la bouteille en plastique du mec. Et en disant, mais tu me fais un cadeau sur la vie. Ça me met presque les larmes aux yeux de te raconter ça. Tu me fais un cadeau sur la vie extraordinaire. Et comme j'aime que cette vie devienne un film, quand on a fini le tournage, il y a toujours ce qu'on appelle les fêtes de fin de tournage. La production organise une fête, il y a toute l'équipe, tous les gens qui ont tourné dessus, machin. On est à Marseille, Marseille c'est ma ville de cœur et d'adoption. Et donc je suis avec tous mes tontons, des barques, machin, à moitié la voyoucratie, tout le bordel. Évidemment, on est dans un endroit qui, à minuit, les mecs, ils ferment, ils nous disent, sauf que c'est une fête de fin de tournage, donc ils disent, ça, c'est pas possible. J'ai un gros appart qui donne sur le Vieux-Port, on s'arrête dans une épicerie, on prend à boire, toute équipe, tout le monde vient dans l'appart. Et en arrivant à l'épicerie, je retombe sur ce mec. Et je lui dis, viens avec moi. Tu as invité. Ouais, je lui dis, viens avec moi, tu vas voir, ils sont assez zarbés, mais tu vas te marrer. Et d'un coup, j'ai un flash, j'ai une image. Il est 4 heures du matin et je vois cet homme, grande culture. Il ne faut pas toujours croire que parce que les gens vivent dans la rue, d'un seul coup, c'est des losers qui ont loupé leur truc. Il y a 50 000 raisons qui vont faire que demain, je peux me retrouver dans la rue. Et je vois à un moment cet homme faisant danser la productrice de la série au taquet. Et je me suis dit, voilà, this is my movie. Sagamore Stévenin. Pourquoi Sagamore? Ça vient d'où ce prénom? Ça vient d'un roman de Charles Williams qui s'appelle Fantasia chez les Ploucs, qui a été adapté pas terrible par Pires avec Lino Ventura. Et en fait, mon père, quand il faisait HEC, parce qu'il a fait des études, contrairement à moi, c'était un roman qui a été un peu célèbre à l'époque, qui était un peu son livre de chevet. Et il s'était dit, si un jour j'ai un garçon, j'appellerai Sagamore. Je suis arrivé en premier, c'est tombé sur moi. Et le nom s'est tiré du nom d'une tribu indienne du Dakota du Nord, la tribu Sagamore. Et donc c'est un prénom qui est assez connu aux États-Unis parce qu'il y a beaucoup de Sagamore Bridge, Sagamore Mountain, tout à Miami, il y a le Sagamore Hotel, donc tous mes potes qui vont à Miami m'envoient la photo du Sagamore Hotel. C'est un peu comme Sitting Bull, quoi, si tu veux. Tu as commencé à 15 ans et tu t'es jamais arrêté. Falco la lumière, le trop-plein peut-être même. Tu as été projeté en pleine lumière avec Falco, série diffusée à partir de 2013 sur TF1. Un rôle fort, une exposition rare. Tu étais partout, hein. Partout, ça a cartonné. Mais c'était peut-être en effet trop un moment pour toi. Est-ce qu'il a fallu tout d'abord... raconte-nous comment tu as atterri sur ce projet. C'est un casting, on est venu te chercher? Ouais, casting. Je ne sais pas trop autour de quoi, mais une nouvelle série policière. Je m'étais dit, c'était la seule chose que je n'avais pas encore faite dans mon parcours, c'est le côté série, c'est-à-dire ce côté projet industriel. Ce qui m'intéressait dans la série, ce n'était pas l'exposition médiatique, qui est plutôt quelque chose que je fuis plutôt qu'autre chose. C'était le fait que j'ai toujours eu le syndrome comme acteur de comprendre la séquence une fois que je l'ai tournée. C'est horrible. C'est-à-dire que tu rentres à l'hôtel le soir après avoir tourné et tu te dis « Putain, mais c'est ça ». C'est terrible. J'aurais dû faire ça. Ouais. Comme si tu comprenais le sens même d'une scène une fois que tu l'avais tournée. Le coup de la série, je me disais, ce que tu as merdé la veille, ou ce que tu n'as pas vu, comme demain ça recommence, il y a un autre truc, c'est sur une série. Donc tu pourras réparer. Voilà, tu peux mettre des petits filets de machin.
Et donc, je vais faire les essais pour cette série, suffisamment apparemment convaincant pour que la production ait envie que je fasse le rôle. Donc là, il me donne le scénario, et c'était adapté d'une série allemande qui s'appelle La Dernière Balle, je crois, Last Bulle. Sauf que la série allemande, c'est une grosse comédie, un flic qui ressemble à une bonne gueule, viking, blond, yeux bleus. C'est une comédie, quoi. C'est un truc très années 80, tout ce qu'on n'a plus le droit de faire aujourd'hui, quoi. Et quand je lis le scénario, je me dis, mais c'est pas moi. J'ai toujours cette sincérité. C'est-à-dire, l'important, c'est pas qu'on voit ta gueule, c'est que tu sois au bon endroit, à la bonne place. Est-ce que moi, il y a un intérêt que ça soit moi qui incarne ce rôle, ou est-ce que quelqu'un, ça m'est arrivé plein de fois de dire à des réalisateurs, tu devrais appeler tel acteur. Je pense qu'il serait beaucoup plus intéressant que moi dans ce rôle-là. T'as jamais cherché la fame, jamais. La fame, t'as jamais été gargarisé par la notoriété, l'envie de... Ah non, du tout. Jamais. Je trouve toujours très touchant quand les gens vous arrêtent dans la rue. C'est touchant parce qu'on voit ce que ça a provoqué en eux. Mais moi, je suis un ours. Moi, je suis bien au fond des bois avec les animaux et les trucs. J'ai pas, À ce moment-là, tu te dis, ok, c'est pas pour moi. Ben, non, mais quand je lis, je me dis, merde, j'appelle la prod, alors que, en gros, ça y est, t'es engagé. Je dis, Gros truc. Et les gros gars, contrat. c'est la merde, on s'est gouré. C'est trouver un mec de stand-up où je peux chercher, si tu veux, mais c'est pas moi. Mais comme j'avais commencé à préparer au cas où, parce que je m'étais dit quand même, le rôle, machin, le coma, 20 ans, via une espèce de famille d'adoption du corps médical, j'avais réussi à avoir accès à un endroit très tabou chez nous, comme tout ce qui touche la mort. D'ailleurs, c'est moi qui ai été élevé par les blacks, je comprends pas pourquoi l'homme blanc a si peur de mourir. Enfin, c'est bon, bref. Les centres de soins palliatifs, végétatifs. En gros, un berre, tout ça. Qu'est-ce qu'on fait des patients? Un berre, 25 ans, c'est voilà. ça? Qu'est-ce qu'on fait des patients quand on sait qu'ils ne se réveilleront pas, mais il faut les intuber, les nourrir, les laver, tout ça. Donc il y a des centres dans notre pays où on met ces patients-là. C'est assez compliqué d'y avoir accès, et voilà. Là, j'avais trouvé, et donc je me retrouve dans un centre de soins palliatifs, végétatifs. Et à un moment, je rentre dans une chambre, il y avait 4 lits, 4 patients. C'est sûr que ce n'est pas la conversation qui risque de les embrouiller. Et dans le silence un peu très étrange, parce que là, il n'y a plus de machines avec des bips, respirateurs artificiels, c'est des gens dans le coma, donc ils ont une sonde gastrique et on les nourrit via une sonde gastrique et dans le silence. Et à un moment, sur un des 4 patients, il y a une petite armoire à côté de lui, les armoires qu'on connaît tous des hôpitaux, le truc qu'on contreplaqué. Toi qui as des enfants, donc, tu vois ce moment où quand ils grandissent, tu mets la règle sur la tête, tu traces sur le mur avec la date à côté, comme ça tu vois comment il a grandi, ton môme, machin. Ça te fait toujours un effet bizarre quand tu revois cette courbe et que maintenant il a 25 ans, ton môme. Et là, sur cette armoire, il y a la même chose, mais en dessin. C'est-à-dire que tout en bas de l'armoire, il y a un dessin en disant « Joyeux Noël, papa, j'espère que tu rentres vite ». Puis, et puis en fait, je vois l'évolution d'un môme à travers les dessins, puis après les photos, et à la fin, la photo du mariage. Donc la vie de cet homme qui était dans ce lit était résumée sur le placard de son armoire dans l'hôpital. Et là, je suis toujours un peu complètement barjot. Alors est-ce que c'est pour ça que je fais ce métier ou c'est pour ça que ça me coûte cher? Je sais pas. J'appelle la chaîne, j'appelle la prod, non, j'ai besoin de vous parler. Faut que si vous gardez la ligne de la comédie comme elle est là, une fois qu'on aura fait les 4 blagues avec le téléphone portable, la porte qui s'ouvre toute seule, de machin, un peu les dieux sont tombés sur la tête, on va vite et à court. C'est pas non plus Hibernatus, on parle de 20 ans de coma. Maintenant, on est d'accord que 20 ans de coma, personne n'est jamais sorti de 20 ans de coma. Il y en a un qui en est sorti. Il n'est pas du tout flic, il n'est pas du tout sur sa bécane, il n'est pas du tout sur son truc. En revanche, ça c'est l'aspect comédie, je vais partager avec vous le travail de préparation que j'ai fait. Et je vais vous raconter cette scène et cet homme-là.
Là, il y avait Nathalie Laurent, qui était la directrice de la fiction à l'époque de TF1, le producteur, une espèce de silence un peu comme ça. Et je dis, par contre, si on prend toujours la même chose, pas prendre le public, pas prendre les gens, les spectateurs pour des cons. Si on prend la véracité de l'histoire qu'on veut raconter, déjà, il faut réussir à embarquer le spectateur, de se dire, au bout de 20 ans de coma, cet homme va revenir à la vie et tout ça. Et je me souviens, c'est peut-être ça qui a fait à un moment basculer le truc. J'ai compris en voyant ces gens-là que 20 ans de coma, les 20 ans dans le coma, c'est ça. C'est un claquement de doigts. C'est comme si là, je me tourne, je touche l'interrupteur, j'allume la lumière, j'éteins. Pour toi, ça durait une fraction de seconde. Pour la personne dans le coma, ça durait 20 ans. Si on arrive à emmener le spectateur à croire à ce parti pris-là, ça nous ouvre un champ narratif incroyable. On avait tourné 2 pilotes de la version comédie, on va dire. Il se trouve que d'un seul coup, bim, ça change un peu les choses. La chaîne décide de changer de réalisateur, propose à Alexandre Laurent, c'est là où je commence avec lui l'aventure sur Falco. Et Alexandre dit à la chaîne, très bien, je veux bien partir sur ce projet-là, mais à une condition, avec sa gamin, on fait l'épisode 0. C'est-à-dire, on fait l'épisode où c'est quoi, c'est ce mec qui se réveille. Comment on peut survivre à 20 ans qui sont évaporés en un claquement de doigts. Apparemment, ça a marché. 4 ans. 4 ans de tournage. Un rôle plutôt fort. Qu'est-ce que tu peux m'en dire de ces 4 années où tu as été très, très médiatisé? T'as aimé jouer ce rôle? Ah, j'adorais. J'adorais, ça m'a coûté un prix fou humainement. Parce que déjà, le principe industriel, c'est-à-dire que d'un seul coup, tu es quasiment dans tous les plans, toutes les séquences, tous les jours, c'est une cadence de feu. Je remercie vraiment ceux qui ont partagé ma vie, celle qui a partagé ma vie à ce moment-là, parce que c'était complexe. C'était complexe de vivre avec... Dans le fait de faire de ta vie un film, c'est qu'il n'y a plus de... Où est la réalité, où est la vie? Donc la première saison, et la prod, je les remercie aussi parce qu'ils ont fait confiance. Je rentrais avec le flingue chez moi, la bécane, le truc, j'étais le Tu personnage. étais Falco. Toi, tu es On de a ceux utilisé... justement qui n'accrochent pas leur... J'aurais tellement aimé savoir où apprendre. Pourquoi tu dis que ça t'a coûté humainement? Parce que le rôle était quand même, fallait plonger assez loin à des moments. Et je remercie aussi énormément Nathalie Laurent à ce moment-là, qui a eu le courage, pour une chaîne mainstream, un peu cadrée de se dire what the fuck. On transforme. On appuie. Allons-y. Il y a un cadre. Donc le cadre, on ne va pas être interdit moins de 12, moins de 16, parce que 20h30, sinon, voilà. Mais à l'intérieur de ce cadre-là, là, on peut se déplacer. Du coup, on a aussi utilisé, c'était du H24 tout le temps. On utilisait aussi à des moments, pas mal de moments de ma vie à moi personnelle, pour nourrir les moments du personnage. C'est-à-dire? J'ai été élevé par le Sénégal, en gros. Ta nounou, ma nounou qui t'a allaité. Qui m'a allaité. La moitié de moi, c'est... C'est fou cette histoire. J'ai ma sœur de lait, qui est ma sa sœur, fille à elle, dont ma mère était sa mère, du coup, par rebond, avec qui on a vécu ensemble jusqu'à 6 ans, et avec qui je suis toujours très proche. J'ai grandi pur produit d'école républicaine, donc j'allais autant à la bar mitzvah qu'à l'Aïd, qu'à la fête du dragon, donc j'ai une autre moitié de famille à moi, vraiment famille proche, comme ma mère Rebeu. Donc je me suis dit à un moment, qu'est-ce qui se passe si un flic blanc de 45 ans se met à parler arabe avec des gens, d'un coup je brouille les pistes donc on va faire. Il a peut-être été élevé, c'est peut-être un enfant de Dadas qui a été récupéré par une femme d'origine maghrébine qui l'a élevé. Vive la France.
Moi, j'ai découvert le racisme en découvrant New York à 17 ans. C'est assez particulier quand même, parce que New York, qui, comme tout le monde, me faisait rêver, parce que la ville du cinéma, parce qu'il y a 50 000 films où tu peux citer un lieu à New York où ça a été tourné. Et puis c'est en arrivant là-bas, et parce que j'étais avec une femme black et que j'allais écouter du son de black, parce que j'étais grandi comme ça, où je comprenais pas pourquoi les mecs se retournaient dans la rue pour l'insulter. Puis à un moment, elle m'a dit, mais c'est parce que je suis avec toi. J'ai dit, comment, parce que t'es avec moi? Et là, j'ai compris autre chose. Je me suis dit, ah oui, non, New York, c'est Little Italy, c'est Little Mag. En fait, personne ne se mélange. Alors que nous, tu vas dans le 13e, il y a une femme d'origine asiatique qui vit avec un blanc ou qui est avec un black. Personne ne se retourne dans la rue pour ça. C'est bon de l'entendre. C'est la chance qu'on a dans ce pays. C'est bon de l'entendre. Sans déconner. Quand on est au centre de tout, est-ce qu'on entend encore ce qui se passe à l'intérieur de soi? Parce que tu es extrêmement érudit. Tu disais tout à l'heure que c'est peut-être le cadeau de ta mère ou la transmission de ta mère de se poser des questions. Je ne sais pas si c'est ton côté psy ou philosophe ou juste de la curiosité. Mais quand on est Falco et qu'on tourne pendant 4 ans, est-ce qu'on a du temps encore pour soi, pour se connecter à sa véritable nature? Non, mais j'en avais pas plus besoin que ça, puisque le plus dur pour moi à ce moment-là, c'était le côté promotion. D'ailleurs, certains ont encore un souvenir de mon passage avec Didier, avec Joe Star chez Hanouna, n'est-ce pas? Parce que ça, raconte ce qui s'est passé. C'est toi qui as lancé le sujet. Alors, raconte. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? C'est un burn-out? C'est quoi? C'est un trop-plein? C'est la veille de la première diffusion de la première saison. Donc, c'est le moment où, en gros, pour parler un peu vulgairement, tout le monde se chie dessus. Ok. C'est-à-dire qu'on a grosse pression. Grosse pression pour tout le monde. Hein. La chaîne, la prod, toi, voilà, il y a ta gueule partout dans Paris. Et tu sais que le lendemain, il y a, comme on dit les chiffres, hein, le lendemain, 9h du mat, tu sais. Et ça fait un moment que la prod, qui ont bien compris quand même, parce qu'on a fait 6 épisodes ensemble, que je suis un peu un animal un peu étrange, que flic ou voyou, quoi, comme on dit, et que je suis pas dans la promotion. Enfin, je comprends que c'est nécessaire, je comprends que ça fait partie du job, et c'est un moment où je suis moins à l'aise que... Je sais pas pourquoi, il me tanne pour aller, à l'époque, chez Hanouna. C'est un peu le début de Touche pas à mon poste. Il te tanne parce que c'est une énorme audience. Oui, mais ce que je comprenais pas, c'est que c'était le concurrent direct, puisque c'était pas la même chaîne. Donc en gros, j'allais chez le concurrent pour faire la promo de Falco, qui allait donc diffuser le soir même, en direct. Et moi, ça fait 3 semaines que je commence à avoir de la vraie tachycardie, des trucs qui s'emballent. J'ai un gros moteur naturel, c'est pour ça que j'ai jamais été concerné par la coke, tout ça, parce que je peux pas, tout simplement. Bref. Et à un moment, quand même, pas d'angoisse, mais quand même, j'appelle un pote médecin, il me dit, attends, ça passe, il prend le truc, il me dit, effectivement, là, tu as un peu ce qu'on appelle les extrasystoles, donc c'est juste avant l'infarctus. Il me dit, donc, ce qu'on va faire, je vais te mettre un peu sous anxiolytique. Moi, j'en avais jamais pris de ma vie, je ne savais pas ce que c'était, et puis comme je suis un peu con, en fait, c'est tout petit, un anxiolytique. T'as pris les 4... Non, mais je m'attends pas du tout à ce que ça fasse un effet, puisque c'est un tout petit truc, c'est pas un gros cachet. On te dit, prends un quart, et toi, tu prends le truc en entier. Je prends le truc, voilà, pour mettre sous anxiolytique. Donc, je suis assez calme. Je me souviens, j'arrive, c'est une scène de film. Ma chérie, qui est donc depuis devenue ma femme, était chef décoratrice sur un tournage en Corse, s'était cassé la jambe. Donc, elle avait la jambe dans le plâtre. TF1 m'avait mis l'attaché de presse de la chaîne avec moi. Donc j'arrive au studio d'enregistrement avec ma chérie, avec des béquilles, sa jambe dans le plâtre, et l'attaché de presse à côté de moi. Et en rentrant dans les studios, je tombe sur Joe Star, donc Didier, que je connais bien, qui me regarde, my God! Il m'attrape, il me rentre, il ferme la porte. Puis il rouvre la porte, parce qu'il voit ma gonzesse de l'autre côté, il dit, guitare, il l'attrape. L'attaché de presse enfermé à l'extérieur, nous deux à l'intérieur. Et bouteille de rhum. 12. Donc avec Didier, sauf que moi j'ai totalement oublié que j'ai pris ce truc d'anxiolytique. Et moi je discute avec lui, machin, puis à un moment il y a les assistants qui viennent en disant bon on va y aller sur le plateau, Oh là. Je dis ouais, puis je sens bien qu'il y a un truc un peu bizarre qui se passe. Je me sens un peu chaud. Didier devait commencer avant moi, puis après on était ensemble sur le plateau et tout. Et au fur et à mesure, ça
j'arrive, chaud comme une brêle. L'émission se passe comme elle se passe, mais enfin très bien. Il n'y a que eu ce moment sur la Légion d'honneur de je ne sais plus comment il s'appelait, qui était le gros producteur de TF1 qui était en face de moi. Comme je suis bonapartiste et que j'ai quand même un respect profond pour la Légion d'honneur, on va dire. À un moment, je vois ça sur sa veste et donc je me suis levé. Je dis mais vous avez fait quoi vous pour avoir ça? Donc j'ai senti que ça avait un peu tendu l'atmosphère sur le plateau. Mais bref, toute l'émission se passe. Nouna vient me voir, un peu toujours très faux cul, comme sa gueule le montre, en disant oh, c'était super, tu reviens quand tu veux, de machin. Bon, bref, la fin de journée, la diffusion arrive et tout. Nous, on dort pas de la nuit. Nous, tous. qui Joe Star, Non, toi, vous non, enchaînez. Didier, après, il est parti il est faire sa reparti. vie. Ah. Moi, je me retrouve avec mon agent Vincent, l'attaché de presse, les trucs, Nathalie Laurent, la soirée de diffusion, de machin. Mais on dort pas de la nuit, en fait. Et le lendemain, elle m'appelle, elle me dit 7,8 millions. Falco. 7 millions 8. 8. Je parle pas du replay, hein, je parle de la diffusion. La diffusion. 7 millions Ouais. 8, c'est énorme. Et, ouais, trop, beaucoup trop. Et là, je me dis, bon, bah, donc on peut aller se coucher. On va se coucher donc à 9h30 du matin. Et là, quand je me réveille, donc 6 heures après, j'allume mon téléphone et je vois, non mais t'es sérieux? Je me dis, je vois que des messages de poche. Je me dis, mais quoi? De quoi? Sérieux? De quoi? Et je comprends qu'il y a un espèce de truc qui se passe autour de l'émission de Hanouna, dont j'avais pas gardé plus de souvenirs particuliers de ça. Et je me dis, mais... Qu'est-ce merde, que j'ai alors, fait? Ouais, en quoi on a frappé personne, on a insulté personne, on s'est bien tenu, enfin il me semble. Donc j'ouvre l'ordinateur et je me dis ok, je vais taper, je vais essayer de regarder. Je suis un peu hibernatus moi, donc je dis ok. Et là je fais SA pour Sagamore. Je pensais mettre Sagamore chez Hanouna et je fais SA sur le moteur de recherche Google. Là, et là ça sort direct. Sagamore Stevenin, Joe Star, ivre mort chez Hanouna. Je fais non. Et là, d'un coup, C'est pas très TF1 Non. Mais c'était très Falco. aussi. Donc quand le prod m'a appelé derrière, je lui ai dit donc bon, t'as vu apparemment chez Hanouna, c'est un peu, tu m'as tanné pour y aller. Je vous avais prévenu parce que quand on tournait, qu'il me disait il aimerait t'inviter avec Joey Star machin. Je dis attention les mecs, si vous mettez les deux sur le même plateau, ça peut finir en feu d'artifice. Donc je lui dis bon bah tu vois, je t'avais pas arnaqué. C'est apparemment lui, producteur, avait très bien compris que ça faisait un buzz et que. Il était content. Voilà. Mais après, c'est vrai que toi, tu n'oses plus sortir de chez toi parce que tu as des gens qui t'insultent de partout, comme si tu avais dénoncé 50 000 juifs. Porte-Nawak, de ce monde un peu aujourd'hui. 4 ans. 4 Voilà. ans de Falco. Et je suis toujours la femme de l'année. Ça s'est arrêté au bout de 4 ans. Besoin de prendre du recul. Qu'est-ce que... Besoin de prendre du recul, non, je crois pas. Très honnêtement, à un moment, la chaîne a compris, et puis moi j'avais le désir qu'il fallait que j'en réalise. Donc ils ont accepté. Il se trouve qu'à ce moment-là, il y avait quelqu'un dans la production, ce qu'on appelle les directeurs, directrices de collection, qui a pété un plomb. Voilà. Et donc d'un seul coup, comme c'est eux qui écrivent, Qui a pété un plomb pour une Bah, raison parce que- personnelle ou vis-à-vis de toi pour de la Je pense qu'ils voulaient réaliser, produire, genre jouer, de jalousie. Ouais, peut-être un truc comme ça. Donc là, je suis arrivé On t'a avec pas un laissé. scénario de début de saison 4 où le mec, le personnage, j'allais dire, devenait un con complet, devenait tout ce qu'on avait créé en 3 ans, 4 ans, disparaissait. Donc là, j'ai appelé la chaîne, j'ai dit, est-ce que vous avez lu le scénario? Parce que ça coûte quand même moins cher de le lire avant que de refaire des retakes, ce qu'on appelle après. Là, ils lisent, ils me rappellent en me disant effectivement, il y a un problème de... Bon, bref, non, d'un seul coup, moi je pensais que parce que c'était un projet industriel, enfin, moi je suis acteur, mais derrière, c'est des millions d'oseilles en jeu, de gens. Je me suis dit, à un moment, il y a quelqu'un qui va siffler la fin de la récré, qui va dire, à un moment, stop, on n'est pas là pour partir en vacances ensemble, on est là pour bosser ensemble. Il se trouve qu'à l'époque, c'était quand même un très gros cachet me concernant.
Et je crois qu'ils m'ont pas pris au sérieux. Et qu'à un moment, j'ai dit, mais je comprends, vous avez tout à fait le droit de... Mais si c'est ça, à un moment, moi, je pars. J'arrête, c'est que je suis plus la personne... Sûrement que quelque part, ils se sont dit, il y a trop d'argent, c'est un espèce de coup de poker, alors qu'en fait, mes tontons à Marseille me disent, oh, ils n'ont pas compris que tu me fous, toi, que si tu leur dis, c'est que tu vas le faire. Je dis, à un moment, je prends personne par surprise, je fais même pas une sortie sèche où je fais pas la suite. Combien tu as besoin d'épisodes? Si on n'est pas d'accord sur le truc, ça me coûte tellement d'énergie, tellement de moi, tellement de tout, je vais pas mourir sur scène, je suis pas Dalida, je vais pas mourir sur scène pour le programme, donc... Et on m'a dit 2 épisodes, ça ira, machin. Je dis ok, très bien, je vous fais les 2 épisodes. J'étais malheureux. Ça t'a laissé quoi comme c'est un goût amer? Ouais, puis déjà, tu te dis, tu as passé 4 ans avec des techniciens, avec d'autres acteurs. J'étais extrêmement triste pour le public, en fait. Parce que le personnage amenait, mis à part l'exposition dont tu parles, il y avait un truc assez étrange, c'est que beaucoup de gens que je croisais voulaient me prendre dans leurs bras. Il avait un certain romantisme, ce Falco. Il y avait un truc dont on voulait me protéger. J'ai des amis très célèbres. J'ai vu quel point, des fois, ça peut être compliqué de juste aller dîner au restaurant en bas sans que les gens... Voilà, c'est un peu le revers de la médaille aussi qui va avec. Il y a des gens pour qui ça peut même devenir assez violent, assez rentre-dedans. Moi, j'avais personne qui voulait m'embrouiller. J'avais que des gens qui, peut-être que dans la sincérité du travail qu'on avait fait sur le personnage, ne voyaient plus la différence entre Sagamore et Falco. Donc d'un seul coup, ils sentaient les écorchures et ils avaient plus envie de me protéger. Donc j'avais plus des nounous partout que... Et cette sincérité, elle est constante chez toi. Et ce que j'entends aussi, c'est qu'on retourne à tes 13 ans, quand tu es machinot, à ce désir, à ce premier amour. Et dans toute cette carrière, ce qu'on entend aussi, c'est que tu es comédien, mais ce que tu aimes, c'est ce travail d'équipe. Et on entend ta culture cinématographique et l'amour pour le cinéma, mais on entend aussi ce goût pour la réalisation. D'ailleurs, je crois que tu travailles sur un... C'est les autres qui te rendent bon dans la vie. Pas que dans le cinéma, d'ailleurs. Comment ça, c'est les autres qui te rendent bon? C'est ton public. public. Que le cinéma... Non, mais quand je dis, par exemple, sur un plateau, d'équipe, il n'y a pas de petit métier. Ce qui me fascine et pourquoi j'ai un respect profond et immense pour les techniciens de ce métier, c'est qu'on soit ventouseur. Ventouseur, pour ceux qui ne savent pas, c'est des gens qui sont chargés de bloquer une rue, par exemple la nuit, parce que demain matin, on va tourner une scène dans la rue, j'arrive en bagnole, donc on a besoin de maîtriser toutes les voitures qui sont dans la rue. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on dit on ventouse. Quand tu passes dans la rue, que tu vois des plots avec des mecs avec des toquis, c'est que le mec, il ventouse. S'il fait mal son job, demain matin, tu arrives pour tourner et tu ne maîtrises pas toutes les bagnoles et donc tu ne peux pas tourner. Si tu es le chef opérateur, que tu as fait trop la bringue toute la nuit, que tu es comme ça, des machins, et donc, il y a, pour moi, même le plus petit métier technicien sur le plateau a une incidence directe sur le plateau. Et donc, l'acteur n'est pas plus important que le stagiaire régie qui doit borgnoler ou faire que, s'il vous plaît, pas de bruit parce qu'on tourne. S'il fait mal son job et qu'il n'est pas psychologiquement prêt, en 2 secondes, c'est le bordel, tout le monde klaxonne, l'insulte. Et le résultat de tout ça, c'est que tu ne peux pas tourner. Donc, c'est parce que c'est ma démarche, hein. Après, je ne sais pas comment font les autres. Une grande partie de ton boulot d'acteur est d'être attentif aux techniciens qui t'entourent, à leurs contraintes. La contrainte du mec du son n'est pas la même que la contrainte du mec de la lumière, n'est pas la même contrainte que celui qui a la caméra, n'est pas la même contrainte que le directeur de production. Tu es attentif à leurs contraintes, donc parce que tu connais leur métier, tu sais quand c'est vrai ou quand c'est juste parce qu'il est un peu feignant, qu'il n'a pas envie de se faire chier. Dans ce cas-là, je te tords. Parce que pour moi, il n'y a rien de plus... Le plateau, c'est une chapelle sacrée. J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi tout le monde a son portable en permanence sur un plateau. Je ne comprends pas ça. Pour moi, quand tu as la chance de pouvoir tourner, quand tu as la chance d'avoir les camions, de raconter une histoire, rien n'est plus important à cet instant T que ce que tu es en train de faire. Même ta propre vie. Et donc... Parce que tu as la conscience de tout ça,
tu aides les techniciens autour d'eux à pouvoir pousser la contrainte pour faire que d'un seul coup, parce qu'ils sont bons, ils te rendent bon. S'ils sont mauvais, ils te rendent mauvais. Je ne pense pas que je suis un bon acteur. Je pense que je suis travailleur, je suis laborieux, je suis travailleur. Mais d'un seul coup, Et Falco a été pour moi une sublime expérience de ça, d'école de ça, d'école du long. Je me souviens, première saison, je suis arrivé en plus, l'équipe technique, comme le producteur est un gros malin, faisait l'autre série qui s'appelait Profilage. Donc en fait, c'était des techniciens qui travaillaient toute l'année, tout le temps ensemble. Donc très rapidement, ça peut devenir un peu... la colo. Voilà, on est au théâtre ce soir, de machin. Donc la première saison, quand je suis arrivé, ça a explosé dans tous les sens. J'ai dit non, les gars, on est une armée. Quand toi, tu bosses, moi, je ferme ma gueule. Quand moi, je bosse, toi, tu fermes ta gueule. Le truc, c'est qu'à un moment, on va réussir à tous se respecter, à tous travailler les uns après les autres. Et d'un seul coup, vous allez voir que ça va devenir un plaisir incroyable. En vrai, sur un plateau, je pourrais parler comme ça. Un vrai plateau, on parle comme ça. Il n'y a pas de gens qui hurlent, d'acteurs au milieu qui racontent sa vie, qui fait des blagues parce que ça le détend, de machin. Tu as le droit de te marrer sur un plateau, mais c'est quand même un sport de haute compète. Ce qui était génial, c'est que ça, c'était la première saison. On disait, non, ça gamin, t'as vu, et c'est les mêmes qui, la deuxième saison, d'un seul coup, parce qu'ils avaient percuté ce truc-là, c'était la plus belle aventure de tournage de ma vie. Je voyais les mêmes qui, d'un seul coup, une fois qu'on avait intégré ce truc-là, mesuré, on était imbattable. Imbattable. Là, il n'y a plus d'histoire de la production, on doit terminer à telle heure, parce que les gens étaient portés par ce qu'on faisait. On n'a pas révolutionné la télé, on n'a pas, je veux dire, c'est pas les Peaky Blinders, hein, on est d'accord, je remets à sa juste valeur. Mais d'un seul coup, cette espèce d'engouement collectif, d'énergie collective, faisait que rien ne nous semblait impossible. C'était même plus une histoire de thunes, oui, là, on n'a pas les thunes, on se démerde. Pour moi, le cinéma, c'est l'école de la contrainte. Et c'est pour ça que je pense que généralement, plus tu as d'argent, moins c'est facile, paradoxalement. Plus tu as d'argent, moins tu es libre. Tu es déjà plus trop libre sur ton casting, tu es déjà plus trop libre sur ton machin, donc à un moment, toute l'idée étant d'être le plus libre possible. Le plus libre possible. Tu disais que tu aurais voulu réaliser un Falco, rien ne t'arrête. Tu es en pleine... tu travailles sur la réalisation d'un court-métrage et avec un désir et du long. Tu vis dans le Perche, loin du bruit, de l'agitation. Qu'est-ce que ça change pour toi en tant qu'artiste ? Pourquoi ce besoin d'avoir quitté Paris ? Tu étais très parisien, tu as toujours vécu... Très parisien. En même temps, j'ai ma famille qui vient du Jura. J'ai passé beaucoup de temps dans le Jura, dans les forêts. Je suis assez quand même mougli. Je suis un peu un enfant des bois. Qu'est-ce qui m'a poussé à quitter Paris ? Deux choses, je pense. Déjà, la violence de l'injustice. Je pense que s'il y a un sentiment, parmi toute la palette de sentiments, qui peut me faire péter les plombs, c'est l'injustice. Aujourd'hui, et je comprends, hein, c'est pas du tout un jugement, dans les grandes villes, les gens sont obligés de vivre avec des œillères. Parce que sinon, tu peux pas ne pas voir l'enfant qui fait la manche là, la femme qui lave, comme tu disais, son môme dans un caniveau dans le 9e. Donc on met des œillères. Il y a cette phrase, cette réplique que j'aime beaucoup dans Collatéral, où le mec explique à son pote ce que c'est LA, en disant à LA, tu peux mourir dans le métro, personne ne s'en rend compte. Je pense qu'aujourd'hui à Paris, tu peux faire un infarctus, là, en bas, dans la rue, personne ne s'arrête. Pour tous ceux qui nous disent, faut-il fondamentalement être à Paris pour réussir sa carrière ? En étant dans le Perche, tu bosses sans souci. C'est mort. Tu viens à Paris donc ? Je viens pour te voir. Je suis pas carriériste. Ça fait partie du film. Je sais pas. Il y a 3 jours, à côté le long de ma rivière, il y a un bois qui est un peu chez le voisin et que j'appelle avec ma compagne le bois des biches, parce que tous les soirs quand j'y vais avec mon chien, et souvent les chats suivent, tous les soirs je vois les biches qui sont là. Des fois on est à 40 mètres, on se renifle, on se respecte, on n'empiète pas sur l'autre. Et
et je lui disais il y a 3 jours, j'ai joué sur la vie. Si tu penses que ta vie est un film, puisqu'on a tous compris à nos âges que la vie, elle s'arrête comme ça, il n'y a pas de justice, tu es en pleine forme, tu descends, tu as fait un infarctus, un AVC dans l'ascenseur, c'est fini. Si tu penses que ta vie est un film, il faut faire confiance dans ce film. Je suis pas assez carriériste, j'ai pas assez d'ego pour ce métier, ça c'est T'as sûr. pas envie surtout. Non, mais je sais pas faire, ça sert à rien d'essayer de faire semblant de quoi qu'est-ce. J'ai pas l'esprit de compète. Je me dis pas, ça, ce rôle, c'est pour moi. Ça, c'est pas lui, c'est moi. Il y en a qui m'attirent. Il y a des rôles, je me dis, ça, j'aimerais. Justement parce que je sais pas le construire en remettant le costard le soir sur le portant. Ça m'attire parce que je veux devenir ça. Donc c'est pour ça que souvent, quand je reçois un scénario, ma femme le lit d'abord en disant... Pas, évidemment, elle va me donner son avis sur l'histoire, mais est-ce que je veux vivre avec ce mec-là pendant 6 mois ou pas? Je suis bien obligé. Souvent, d'ailleurs, des fois, en fonction de quelle école d'acteur tu viens, je suis souvent étonné, des fois, alors que elle travaille dans la déco, donc je connais toute la déco française, je suis au courant de tout, et souvent, des fois, je peux dire aussi aux techniciens, quand ils disent t'as vu, en parlant de gens très célèbres qu'ils ont sur le plateau, il est un peu machin, ou elle est un peu machin de... Je dis, mais est-ce que tu t'es posé la question de savoir si en fait, elle ou il est pas en train de devenir le rôle? Si tu deviens le rôle, et que tu le fais vraiment, c'est pas quand t'entends couper dis donc, ça va toi, alors ça va, c'est marrant, tac. Non, t'es focus dans le truc. Donc en fait, humainement, on peut dire lui, il est compliqué, lui, un peu, il est nanan, ou au contraire, ça dépend du rôle. Il y a des rôles où tu vas arriver, au contraire, on a besoin que c'est de la comédie, tout est champagne, tout est machin, et là, tout le monde se marre. Il y en a d'autres où tu as besoin d'être très intériorisé. En tout cas, moi, j'ai besoin de ça. Ça dépend vraiment de quelle école tu viens. Sagamore Stevenin, qu'est-ce que tu dirais à ce petit garçon de 4 ans et demi qui arrive aux côtés de son père aux États-Unis? Qu'est-ce que tu dirais au petit Sagamore, à l'enfant? Don't worry. Don't worry. Merci Sagamore pour ce délicieux moment. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt.